Bonjour à tous et bienvenue. La Ligue de football professionnel a publié sur son site officiel les comptes 2019-2020 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 auditionnés par la DNCG. Alors, une petite analyse s'impose et déjà on va recontextualiser puisque comme vous le saviez, le football français s'était arrêté, la saison n'était pas allée à son terme, donc cela a eu un impact économique, alors évidemment la billetterie, mais surtout vis-à-vis des droits TV. Sauf que, et on rappelle, le gouvernement français était venu en aide, c'est d'ailleurs ce qui a sauvé le football français, c'est l'État qui a sauvé le football français professionnel à l'époque, notamment vis-à-vis des charges patronales. Alors le patron de la DNCG avait donné une interview l'an passé en disant « Attendez, ils se plaignent tous là, etc. Mais les aides du gouvernement avaient permis au club d'avoir un meilleur bilan que ce qui était prévu, grâce à l'exonération de certaines charges et tout. » Donc on le rappelle là-dessus. Oui, il y a eu un manque à gagner. Alors, il y a eu un manque à gagner de billetterie, de droits TV en premier, sur de billetterie. Également au niveau sponsoring, puisque forcément les sponsors n'étant pas exposés toute la saison, cela a eu aussi un impact. Mais au final, selon le patron de la DNCG, les chiffres ont été meilleurs grâce au gouvernement. Donc ça, c'est quand même à rappeler, puisqu'on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Souvent, on parle du modèle économique catastrophique du football, notamment en France. Là, c'est simple. Sur les 40 clubs professionnels français, devinez combien ne sont pas en déficit structurel. C'est-à-dire que quand tu fais le bilan fin d'année entre les recettes et les dépenses, sans compter les transferts, tu n'es pas dans le rouge. Allez, sur 40, combien ? 2 ! Le Mans et Rodez. Et l'an passé, en 2018-2019, donc il y a 2 ans, on était aussi à 2. Il y avait Nîmes en première division et Béziers en Ligue 2. Alors, vous allez me dire, oh, c'est peut-être des clubs bien gérés. Non, je vous arrête tout de suite, parce que Béziers, c'était l'un des clubs les plus micmac. Et Le Mans, bon déjà, quand tu nommes Didier Olénico l'entraîneur, tu peux pas être très très propre, mais c'est encore autre chose. Bref, si vous le permettez, on va reprendre quand même quelques cas emblématiques pour se rendre compte qu'il y a un véritable souci et également voir jusqu'où le cirque va aller. Évidemment, on va commencer par la balade des Dalton version football, c'est-à-dire les Girondins de Bordeaux, depuis le rachat par GACP. On en a parlé longuement, mais je sais pas s'il faut rire ou pleurer des comptes 2019-2020 où tu te rends compte que Bordeaux perd 70 millions de déficit structurel. 70 patates. Alors, je veux bien que le club, déjà, on va reprendre en 2018-2019, on était à moins 55 millions de déficit structurel. Alors, bam 70 millions. Alors, heureusement qu'il y a eu des ventes. Tchouaméni, Koundé. Mais ça fait qu'au final, tu perds, en comptant les transferts, quasiment 35 millions d'euros. Alors, évidemment, un petit plaisir aussi, c'est regarder les dettes. Tu regardes les dettes de Bordeaux, tu te dis, attends, dette financière, 38 millions. Donc, ils doivent aussi, parce qu'ils ont acheté des joueurs, mais forcément, c'est étalé dans le temps. Donc, il y a encore quasiment 25 millions à donner, plus 37 millions d'autres dettes. Alors, ça, c'était l'an passé. Vous imaginez que maintenant, le bilan est encore pire avec l'année dernière. Donc bon, évidemment, bonne chance aux Girondins. Je le souhaite de tout cœur que le club survive, parce que c'est un club mythique du football français et les employés ne méritent pas ça. Par contre, la gestion de M. Longuepé, qui est là, qui s'est posé en bon père de famille, 70 millions de déficit structurel. Alors oui, les Dalton, Dagrosa et Varela ont fait un braquage. Et d'autres. Mais bon, au bout d'un moment, où était Lucky Luke ? Visiblement, M. Longuepé, Lucky Luke, il ne l'a pas vraiment fait. Alors, qui dit Bordeaux ? Dit aujourd'hui Gérard Lopez. On va quand même voir les comptes de Lille. Bah oui, parce que là, les pauvres Bordelais, ils se sont fait plumer. On a dévalisé la Gironde. Et là, qui arrive pour, en tant que sauveur, Gérard Lopez ? Bon, on va regarder le bilan de Lille, si vous le permettez. Là aussi, c'est... Alors là, en déficit structurel, 94 millions. Je répète, 94 millions avant transfert. Alors, en effet, il y a eu des ventes records. Ceux qui a permis à Lille de dire, regardez, on a 22 millions de bénéfices. Mais attendez, on va regarder ce que dit Yann Fossurier, qui explique depuis des années le micmac Gérard Lopez. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il a publié sur Twitter quelque chose, c'est franchement excellemment expliqué. Je cite, je vous le cite. Donc, malgré le premier confinement, les recettes hors vente des joueurs sont passées, donc ont augmenté de quasiment 50%. Donc, c'est les recettes sans transfert, parce que tu as eu la Ligue des Champions, forcément avec les droits TV en hausse, et également la billetterie. En plus, il y a eu l'arrivée de Boulanger en sponsor maillot principal, donc ça a augmenté un petit peu le sponsoring. Voilà, plus d'autres produits. Donc, on voit que Lille, l'an passé, ça augmente les recettes, avec les recettes commerciales et tout. Sauf que le déficit structurel d'exploitation, comme vous le voulez, il était de 92 millions en 2018-2019, et là, il est de 94 millions. Tu te dis, comment c'est possible ? Parce que bon, il y a eu des grosses ventes de joueurs, Pépé notamment, donc ça fait que tu avais gagné 125 millions de transferts, ce qui fait que bon, tu équilibres un petit peu. Tu as un bénéfice de 22 millions au final grâce au transfert. Sauf que, comme le dit Yann Fossurier, Lille avait changé de norme comptable, ce qui avait aidé, et si tu regardes quand même, masse salariale, plus 24%,
La dotation d'amortissement d'achat de joueurs, plus 63%. Et là, mon préféré, plus 172% de commission d'agents. 23 millions de commissions d'agents. Alors, ça s'explique un peu parce qu'en effet, à l'été 2019, Lille a quand même acheté des gros joueurs, Osimhen, Sanchez, donc ça a quand même coûté de l'argent. Et on se rend compte, là, comme vous pouvez voir le trade de Yann Fossurier, que pareil, les autres dettes, boum, ça augmente en flèche. Et surtout, maintenant, combien Lille doit aux autres clubs? Ils doivent 79 millions quasiment. Et oui, parce qu'ils ont acheté des joueurs, mais en fait, ils n'ont pas payé la somme tout de suite, ils ont étalé dans le temps. Ce qui fait qu'il y avait 79 millions à donner aux autres clubs et tout. Donc, comme vous pouvez le voir, l'état financier du club, on comprend un petit peu mieux maintenant pourquoi Gérard Lopez, à un moment donné, s'est fait... Monsieur Lopez, parce qu'il n'arrivait plus à rembourser ce qu'il fallait, l'accord avec Elliott n'ayant pas été homologué comme il le fallait. Donc c'est quand même pas très rassurant parce que je vais encore donner deux autres anecdotes. Gérard Lopez, donc il y a le club aussi belge de Moucron, où il n'a pas donné l'identité des fonds. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis des fonds, mais on ne sait pas d'où l'argent est venu. Ok, pas de problème. Deuxième point, il y a eu une interdiction de recrutement. On se rappelle qu'il y a eu des retards de salaire aussi ces derniers mois là-bas, et qu'il y a quelques années, Gérard Lopez, qui voulait acheter le club cher à son cœur de Lugo, c'était 1,4 million. Il n'a pas réussi à mettre l'argent parce qu'il avait mis un montage où c'était pas lui qui met l'argent. Mais bon, il y a des gens à Bordeaux qui vont nous dire que c'est lui qui va mettre toutes les garanties de plus de 100 millions d'euros. Alors je sais qu'il peut être prestigitateur, mais enfin quand même, là c'est ce que j'appelle arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, le meilleur pour Bordeaux, malheureusement, il n'y a que des vautours autour de ce club. Mais vous allez me dire, il n'y a que des vautours dans le foot. Et là maintenant on parle de gestion folklorique. On peut que parler de Jacques Henriero. Olympique de Marseille, 112 millions de déficit structurel. Alors tu vois aussi les dettes, là tu vois que ça augmente un peu. Donc on répète. Marseille, 112 millions de déficit structurel, ou d'exploitation comme vous voulez. Lille, 94 millions. Bordeaux, 70 millions. T'as d'autres clubs, c'est 20 millions, 10 millions, etc. Tu te poses quand même des questions, tu te dis, à quoi bon racheter des clubs de foot? Alors, t'as le propriétaire type McCourt qui a mis son argent, qui d'une manière ou d'une autre va chercher à le récupérer ailleurs, parce qu'il n'y a personne qui veut donner autant, à moins peut-être d'être Roman Abramovich et que tu veux te faire plaisir, et voilà, tu veux gagner avec des champions, ce qui est quand même pas le cas pour les clubs que j'ai nommés. Donc souvent, on se remarque qu'en fait, notamment les clubs qui sont dans la panade, Bordeaux et Lille, c'était pas l'argent des mecs. Les mecs qui ont racheté le club, ils ont pas mis leur argent. Ils ont obtenu des prêts avec gros taux d'intérêt qui ensuite devaient être remboursés par le club, etc. Et tout. Donc en fait, l'objectif est différent. Les mecs qui rentrent dans le foot aujourd'hui, ils viennent pour faire les Dalton. Ils viennent pour s'enrichir personnellement. C'est le club derrière les crèves. Tu t'en fous. Tu sais pas de ma faute, tu vas trouver un coupable et tout. Parce que je vous dis, le foot, c'est le monde de la magie. Regarde le Barça aujourd'hui. Tout le monde sait, enfin ceux qui suivaient et qui mettaient les signaux d'alarme de gestion Bartomeu, tu te rends compte qu'aujourd'hui, l'un des plus grands clubs du monde, il est sur le point de crever. Parce qu'il y a des mecs très malhonnêtes et que, évidemment, la police dans le foot, c'est un concept. Sinon, je pense qu'à la Fédération française de foot, on aurait pas mal de personnes en prison. Donc, Marseille, on se rend compte que c'est pas viable non plus, mais on se rend compte que tous les clubs, c'est pas viable. Montpellier, 34 millions de déficit d'exploitation. Metz, 19 millions. Nantes, 26 millions. Alors Nice, Ratcliffe est très riche, mais qui ont 46 millions quand même. Nîmes Olympique, alors cette année, c'est vrai, 8 millions et demi. Stade de Reims, 18 millions. Et là, on a Saint-Etienne. Vous allez me dire, parce que là aussi, Saint-Etienne très fort sur la communication, on fait croire que tout va bien financièrement. Alors là, je sais pas comment c'était accepté par la DNCG, nos amis, c'est encore bizarre, mais ils ont changé le bilan comptable. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté dans le total des produits, le produit des mutations. Sauf que le produit des mutations des transferts, si vous voulez, normalement, ça se met pas là. Comme vous pouvez le voir dans les autres bilans de Saint-Etienne les dernières années, c'était compté à part. Donc là, ils ont mis ça pour dire, regardez, on est positif. Non, mais en fait, vous êtes positif parce qu'il y a eu quasiment 44 millions de transferts. Sinon, vous êtes en déficit structurel de quasiment 40 patates. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder aussi les dettes à Saint-Etienne, c'est assez intéressant. Et Fofana a permis au club, encore l'été dernier, ensuite, avant, il y avait eu Saliba, on se rappelle, ça a permis au club de souffler et d'être tranquille, sauf qu'en effet, vous avez vu que l'argent n'a pas été réinvesti, tout simplement parce que Saint-Etienne reste prêt à la gorge. Alors, j'entends, tant mieux, ils ont passé la DNCG, et il y a des gens qui disent, oui, regardez, c'était des inventions, ils n'ont pas de problème financier. Tu regardes simplement l'état des dettes et le déficit structurel pour te rendre compte que le club n'est pas viable. Parce que le déficit structurel de Saint-Etienne approche 40 millions. C'est dans les comptes DNCG, il ne faut pas être... Donc maintenant, est-ce que M. Romeyer et Cayazo ont l'argent pour remettre ça? Je veux dire, si Saint-Etienne n'avait pas de problème financièrement, tu n'aurais pas les présidents qui annoncent publiquement dans la presse qu'ils cherchent un investisseur. Donc encore une fois, Saint-Etienne, c'est un club magnifique, qui a une gestion... En effet, ils sont bons pour vendre. Ça, on ne peut pas leur enlever, les mecs sont très bons pour vendre. Mais à chaque fois, tu dois faire ça, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu vis largement au-dessus de tes moyens. Et encore une fois, Saint-Etienne, on peut citer tous les autres clubs, même un club comme Strasbourg, 18 millions l'an passé. Maintenant, on va aller sur la Ligue 2. La Ligue 2, j'ai deux chouchous, j'ai Auxerre. On a parlé du braquage à Bordeaux, mais alors Auxerre, 16 millions de déficit structurel.
Alors heureusement qu'ils ont un propriétaire blindé, qui d'ailleurs là commence à baisser un petit peu les investissements, le propriétaire Monsieur Zou, qui est maintenant devenu président, Francis Graillet-Party et d'autres. Mais il y a un truc à Auxerre qui est fantastique, c'est les commissions d'agents, 1,7 million. Alors on va me dire peut-être qu'ils ont acheté beaucoup de joueurs, non, ils ont vendu cher. Mais c'est ça qui est exceptionnel dans le foot. C'est-à-dire, quand tu achètes un joueur, c'est normal, tu as des commissions d'agents à payer qui sont en théorie, vous avez des contrats de joueurs, tout, je comprends. Mais quand tu vends un joueur, comment t'expliques que tu donnes autant aux agents? Ah, ben on a mis des mandats. Eh ben oui, je vends des joueurs, mais je veux aussi donner de l'argent aux agents, alors que c'est moi qui vends déjà. Bah oui, tant qu'à faire. Alors que mes joueurs, ils étaient demandés. Hein, il y a des mecs qui ont dû bien manger, encore une fois. La soupe, très très bonne dans Lyon. Alors on remarque aussi que le modèle de Caen, qui perd 11 millions, tu vois, là en Ligue 2, tu as quand même des déficits, tu vois, type Chambly, bon, c'est 150 000 euros. Tu vois, on peut dire ça peut être compensé. Grenoble, 600 et quelques mille. On ne s'empêche pas les carabistouilles de Max Marty. Puis là, tu as le club, Le Havre, 16 millions de déficits structurels. Alors, heureusement qu'ils ont vendu Kadewere et notamment. Les dettes, on remarque qu'elles ont augmenté, si tu compares à l'année d'avant. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que Volpe qui dit non, mais le club n'est pas en vente, etc. Oui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui t'envoient des lettres d'intention et que ça négocie. Prenez les gens pour des cons. Alors ensuite, vous avez quand même un club qui est, je vais mettre l'inverse, qui moi je trouve plutôt bien géré dans les comptes, c'est Rodez. Parce que si tu regardes, ils vivent vraiment pas au-dessus de leurs moyens. T'as pas vraiment de dettes. Honnêtement, ils ont gagné plus d'1 million l'an passé, sans transfert. Bravo. Alors, ça n'empêchera peut-être pas certains trucs, mais si tu regardes en termes de la rémunération de la masse salariale, de tout ce que tu veux, bah c'est cadré. Franchement, Rodez, il n'y a rien à dire. 1 million de bénéfices. Quand tu vois le reste, tu vois, on prend l'exemple d'après Sochaux, allez, 5,5 millions en déficit structurel, 3, 4,5 millions, Valenciennes, quasiment 3 millions. Bon, Valenciennes, on pourrait y revenir. Donc tout ça pour dire quoi? Là, on a fait, évidemment, on pourra analyser club par club. On se rend compte qu'il y a un gros problème du modèle économique et que là, ça pose un dilemme. C'est-à-dire que les clubs espéraient l'augmentation des droits TV afin justement de compenser le déficit qu'ils avaient, structurel. Sauf que les droits TV n'ont pas augmenté, bien au contraire, comme on l'a vu, maintenant Amazon est arrivé, bon, tout ça. Donc ça fait que tu restes sur les mêmes montants, même qui sont inférieurs à ce que tu avais. Donc tu ne peux pas compenser là-dessus. Donc on va encore se dire, on va faire du trading de joueurs. Problème aujourd'hui, tu as le Brexit. Donc toi, tu espérais plumer les Anglais, on va être très clair, parce que par exemple, tu avais des clubs intéressés, et les clubs français te disaient, oui, mais on attend les Anglais, on attend les Anglais. En fait, on se servait aussi du marché anglais afin d'essayer de faire augmenter les offres pour les autres, avec la menace de « Ah, les Anglais peuvent tout acheter, etc. » Donc c'est un argument que tu ne peux plus vraiment utiliser maintenant, parce que forcément, de par le Brexit, ça va être beaucoup plus compliqué d'amener des joueurs au UK. Alors il y en aura toujours, mais il y en aura moins. Et vu la situation économique aujourd'hui en Europe, tu prends le championnat espagnol, ils vont quasiment rien acheter. Tu vas avoir quelques transferts d'Italie ou d'Allemagne. Même les clubs de Ligue 1 aujourd'hui sont quand même vachement prudents, sachant que des fois ils achètent en Ligue 2, puis ensuite la Ligue 2 achète en nationale. Tu vois, c'est toute la chaîne, comme la chaîne alimentaire, la chaîne footballistique, qui est bouleversée. Donc maintenant, question, comment tu vas les compenser, les déficits structurels? Parce qu'il va y avoir beaucoup moins de transferts. Comment? Alors, tu peux faire encore des prêts bancaires, c'est que beaucoup de clubs font. La Lens vient encore de faire appel, par exemple, le dernier à faire appel à un prêt bancaire à près de 20 millions. Plein de clubs le font à travers l'Europe, on peut comprendre. Mais derrière, tu vas faire quoi quand même, admettons, la situation revient, les gens reviennent au stade, etc. D'accord. Parce qu'on peut reprendre le bilan 2018-2019. 2018-2019, il n'y avait pas de Covid. 2 clubs qui étaient positifs. 2. Nîmes et Béziers. 2 sur 40. Donc tu te rends compte que tu es dépendant des ventes. Et sauf que là, le marché il est complètement chamboulé. Et en plus, les clubs européens, prenez-les pas pour des imbéciles, ils savent que les clubs français sont aux abois. Donc, encore une fois, je le dis depuis un moment, c'est accélération des rachats, accélération de recherche d'actionnaires minoritaires, mais on se rend compte que c'est très compliqué de trouver un mec dans le foot qui va te mettre de l'argent, des millions pour décider de rien, parce que souvent les mecs, quand ils sont dans le foot, c'est pas une entreprise normale. C'est normal dans les grandes entreprises que tu aies telle entreprise qui prend une participation, etc., et qui est un actionnaire pour récupérer les bénéfices. Dans le foot, c'est une activité différente. Quand tu mets 10 ou 20 millions dans des entreprises pareilles, tu as envie de jouer. Et surtout qu'on se rend compte qu'en effet, c'est quand même compliqué de gagner de l'argent, même si tu peux en gagner au final, grâce au transfert et tout. Mais ça veut dire quoi tout ça? Qu'il va falloir vraiment se réinventer, parce que là on est en train de créer de nouvelles dettes, de plus en plus de dettes, de plus en plus de prêts, etc. Parce qu'on veut sauvegarder le modèle, je le dis depuis très longtemps. Mais ça va durer jusqu'à quand en fait le grand cirque là? Même le plus surréaliste, on n'en a pas parlé, c'est le fameux autre charge, toujours avec des sommes incroyables. C'est le fourre-tout, autre charge. Et même quand tu vois les comptes d'NCG, putain les mecs, il n'y a aucune transparence. Tu sais pas vraiment, on te donne juste ça. T'as que Lyon, parce que Lyon c'est coté en bourse, donc forcément là t'as enfin des détails et tout. Mais le reste c'est le flou artistique. Et d'ailleurs on terminera là-dessus. Mais j'espère que la DNCG a bien regardé tous les documents que les clubs ont envoyés, parce que j'ai ouï dire qu'il y a un club qui aurait fait 2-3 faux. Et qu'on n'a rien vu. Alors, je laisse le patron de la DNCG regarder, parce que je crois pas me tromper dans mon information.
Donc, est-ce qu'une guignolerie de plus à mettre au football français est une autre escroquerie? J'en ai bien peur. Donc, j'ai envie de dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. On va tous couler bientôt. Mais c'est pas grave, faisons des transferts. Allez, je préfère encore me taire. Sur ce, on se dit à bientôt pour les préliminaires de Coupe d'Europe, parce qu'au moins on va parler un peu de football. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!